à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Et cette réunion de haut niveau sur la problématique liée à l'infrastructure en République de Djibouti. 80 pays s'engagent à émettre 30% de moins de méthane d'ici l'année 2035. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé à son homologue algérien. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité succès et réussite à son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de la célébration ces jours-ci de la fête nationale de la République algérienne démocratique et populaire. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur algérienne, a écrit en substance le président Guelleh dans le télégramme de félicitations adressé à M. Abdelmajid Tebboune. Nous nous réjouissons du processus manifeste du renforcement intervenu ces dernières années dans les relations d'échange, de coopération entre nos deux nations, a ensuite noté le chef de l'État. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire à la promotion des liens privilégiés unissant nos deux pays, a-t-il poursuivi avant de réitérer ses vœux de bonne fête au président Tebboune et à l'ensemble du peuple frère algérien. Fin de communiqué. Et nous allons à Balho, où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et chef de gouvernement par intérim s'est rendu hier dans la sous-préfecture de Dora, dans la région de Tadjoura, accompagné d'une forte délégation comprenant le ministre du Transport Hassan Ahmed, le chef d'état-major de la Défense, le général Mohamed Ali Tahiro, le directeur général de la police, le colonel Abdullah Abdi, le premier ministre et chef de gouvernement Abdelkader Kamel Mohamed a été accueilli à sa descente d'hélicoptère à Balho par les membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur Saïd Nouh Hassan et le ministre de la Justice Ali Hassan Bahdoun, les autorités civiles militaires de la région de Tadjoura, dont le préfet Hassan Dabalé et le député Omar Aden. Une visite axée sur les échanges sur des conditions de vie de la population vivant dans ces localités éloignées et les voies et moyens de renforcer davantage le renforcement, notamment la sécurité dans ces secteurs éloignés. La population de Balho, Malaho, Garabtissan, Sihirou et Hilou a réservé un accueil chaleureux à la délégation conduite par le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim. Lors des échanges et discussions ont été évoquées notamment les difficultés sociales dans l'accès à l'eau, surtout à Garabtissan, le renforcement des capacités de la seule structure sanitaire située à Balho et le problème du chômage des jeunes. Un des points traités lors de ces échanges a été la préservation de la sécurité, la stabilité dans ces contrées isolées avec des risques d'intrusion des malfaiteurs étrangers qui volent des biens des populations nomades et qui kidnappent des fois des jeunes nationaux vers des pays étrangers ennemis. Les représentants de la population du secteur ont remercié le Premier ministre et sa délégation pour cette visite afin de s'enquérir de leur situation de vie. Ils ont notamment transmis les doléances les plus prioritaires portant sur l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration à l'accès à l'eau, étant en cette période de faible pluviométrie. Par ailleurs, ils ont demandé aussi le renforcement des capacités du dispensaire de Balho et plus d'efforts du pouvoir public pour lutter contre le chômage des jeunes. Les représentants ont affirmé leur ferme volonté de participer aux efforts aux côtés des forces de sécurité pour renforcer et préserver la sécurité, la paix dans les différentes localités. Eh bien, les responsables des forces armées de la police ont informé les personnes des conditions de sécurité dans ces zones à la frontière avec l'Éthiopie et les voies et moyens de les renforcer davantage. L'ouverture des discussions entre la délégation conduite par le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim a été introduite par le préfet Hassan
et son adjoint, le sous-préfet de Dora, Abdallah Kamil, le député Omar Aden, qui a félicité le Premier ministre et sa délégation pour leur déplacement à Balho et échangé notamment avec les représentants de cette population pour constater de visu les conditions sociales de vie de ces populations nomades. Et prenons la parole à cette occasion, le ministre de la Justice a pris la parole au cours de cette cérémonie, au cours de cette réunion et a évoqué le contexte régional, a-t-il dit, ne doit nullement impacter sur notre stabilité. Nous devons tous nous atteler à veiller à la sécurité et à la stabilité, gage de paix de notre pays. Vous savez tous que la paix, dans laquelle aucun développement ne peut être envisagé. C'est grâce à cette concorde nationale que nous avons réussi à bâtir ce pays qui nous appartient à tous. Et c'est grâce à elle que nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas dans toute la région de la Corne de l'Afrique, qui souffre de violence. Nous devons donc de la préserver et d'y veiller jalousement. Et quant au chef du gouvernement et Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a répondu à la doléance de la population. Voici ses propos. Les besoins que vous avez formulés aujourd'hui est votre droit et c'est un devoir pour nous d'apporter une réponse, surtout dans la lutte contre le chômage des jeunes, la précarité des familles nomades. La priorité de la politique du gouvernement est de sécuriser l'accès à l'eau, puis de réaliser des infrastructures de développement de base dans les zones rurales afin que nos enfants puissent être soignés et éduqués. Après, nous allons créer des cantines pour nos enfants et des structures de santé, c'est notre responsabilité. La lutte contre les malfaiteurs armés qui sévissent doit être éradiquée grâce à une bonne coopération entre les populations et les forces de défense et de sécurité qui sont là pour protéger et servir la population civile. Le Premier ministre a annoncé que chaque fois que les pouvoirs publics s'engagent à réaliser des projets de développement dans les zones rurales, ces malfaiteurs deviennent un obstacle en menant des actions criminelles de sabotage et de destruction des forages. Ils ont volé le dépôt d'alimentation et les médicaments destinés à nos enfants dans les écoles, a-t-il rappelé le Premier ministre. Et l'hôtel Kempinski a abrité ce matin une réunion de haut niveau sur la problématique des infrastructures et son financement sous l'intitulé Infrasap. Cette réunion qui a vu la participation du ministre des Finances et de l'Économie, Ilyas Moussa Dawale, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, la ministre de l'Habitat et de la Ville, Madame Amina Abdi Aden, la ministre déléguée au numérique, Mariam Hamadou, avec une équipe de la Banque mondiale. À l'ordre du jour de l'Infrasap, un programme d'évaluation des infrastructures qui est une analyse complète des contraintes qui peuvent réduire le financement commercial privé des infrastructures. En effet, cette réunion de haut niveau a porté dans ce sens sur une analyse des infrastructures du pays avec une problématique: comment renforcer les infrastructures afin d'atteindre la vision 2035. Au cœur de cette question, plusieurs secteurs qui sont porteurs de croissance tels que l'énergie, l'éthique, le corridor, les infrastructures urbaines, gouvernance et bien d'autres domaines. Cette analyse est une approche chirurgicale permettant d'éclairer les décisions politiques plus ciblées sur la façon d'utiliser des ressources rares pour accélérer la diversification économique et la compétitivité. Autre volet important a été le partenariat public-privé et les actions du Fonds souverain ou comment ces deux secteurs doivent aujourd'hui devenir des pôles générateurs de croissance dans le cadre de la diversification de la croissance économique. Et pour plus d'explications, je vous propose de suivre le mot du ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale.
Durant ces dernières décennies, comme je l'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de le dire, tous les investissements que Djibouti a réalisés avaient un caractère régional, sinon international, pour positionner Djibouti en tant que hub international, continental et particulièrement régional. Ces investissements, donc, naturellement, ont porté sur la capacité de Djibouti, en tout cas sur le plan macroéconomique. Et donc, le PIB, le ratio de la dette par rapport au PIB a naturellement connu une croissance aussi. Nous pensons que c'est cependant un choix qui porte, mais nous pensons aussi que nous arrivons notre limite également à vouloir financer et à tout faire par l'État. On a souvent répété, le tout État n'est pas une solution, ni pour Djibouti, ni pour quiconque. On est conscient de l'intérêt de voir un secteur privé vibrant, national, entreprenant et qui intervient également dans certains secteurs stratégiques. Nous sommes également ouverts et c'est pour cela que beaucoup de réformes ont été réalisées dans le cadre de l'environnement des affaires ces dernières années. On a envie de voir plus d'engagement avec nos partenaires. Cela va être bientôt... J'ai plus de 10 ans maintenant dans ma fonction. En 1992-93, quelqu'un ici présent dans la salle, mon ami Mohamed Ali, on s'est trouvé à Washington et on a commencé à étudier pendant quelques mois à l'Institut 3P, ça s'appelait, Institut Public-Private Partnership. C'était les grandes périodes d'initiation des PPP. Et c'était la Banque mondiale qui sponsorisait ces formations. On continue à parler des PPP. C'est vrai, la législation manquait il y a quelques années de cela, mais ce n'est plus le cas. Et pourtant, nous n'arrivons pas encore, à l'exception de quelques projets majeurs, notamment dans le secteur portuaire. Dans l'actualité également, le National World Djibouti, sous son acronyme NOC, a procédé aujourd'hui au lancement des travaux de rénovation de la vieille station de service logique à Ali Amarkal, devant le siège de la station de service. Eh bien, cette station se faisait vieillissante, ainsi NOC prévoit de démolir les installations actuelles pour construire à nouveau. NOC investira plus de 200 millions de nos francs pour ce projet de modernisation. Grâce à ce projet de modernisation et de reconstruction et l'installation de nouveaux équipements de distribution, plusieurs emplois directs et indirects pourront être créés. La rénovation et la modernisation de nos stations-service ainsi que de nos équipements de distribution resteront nos priorités. Le projet de construction de ces stations-service prévu dans le cadre des objectifs d'investissement que NOC Djibouti s'est fixé pour rénover et moderniser les stations-service en mettant à la disposition de la clientèle un système moderne de distribution et de gestion de carburant. Ce projet de reconstruction et de modernisation a fait l'objet de longues négociations
entre NOC Djibouti et les propriétaires du terrain, la famille Amarkak, sur les conditions de location des lieux. Les négociations ont finalement été fructueuses et ont abouti à la signature d'un contrat de location entre NOC Djibouti et le représentant de la famille Amarkak. Je tiens à remercier Son Excellence Monsieur le ministre de l'Énergie en charge des ressources naturelles, Monsieur Yoni Sali Guedi, pour son soutien indéfectible lors des négociations et grâce à sa persévérance et sa détermination, le contrat de bail a été signé à la satisfaction de toutes les parties. Et à cette occasion, le ministre de l'Énergie, Younis Al-Geldi, a également pris la parole, suivant un extrait de son intervention. C'est un grand honneur aujourd'hui d'être ici sur le site de l'une des plus vieilles stations de la ville de Djibouti. Si je puis retracer l'historique de ces stations, d'après les informations que nous détenons, cette station a été construite en 1973 et acquise par le père Amarkak en 1974. Allah rahmou. Nous allons bientôt être à une cinquantaine d'années de la construction de cette station vieille à Djibouti, qui est située au cœur de la ville de Djibouti, un endroit stratégique, un axe incontournable du boulevard Hassan Bouled Abtidon, dont la circulation, comme on le sait, on y passe tous les jours, est vraiment dense. Je ne vais pas m'attarder sur mes propos. Je suis encore honoré que ce contrat ait pu et a été signé entre d'abord la famille Amarkak et la société distributrice NOC, dont les négociations n'ont pas été faciles, mais nous nous sommes arrivés avec, comme l'a dit le DG de NOC, notre persévérance, mais notre optimiste aussi, que le ministère ait su jouer son rôle de négociateur de juste milieu pour avoir un consensus, pour avoir une satisfaction des deux côtés, de la famille propriétaire de la station, mais de la société distributrice NOC aussi. Nous avons voulu dans la foulée revoir le dispositif de cette station vétuste qui ne répondait pas aux normes de sécurité, aux normes pratiques et environnementales d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous avions demandé la reconstruction, la rénovation des stations qui est au cœur de la ville de Djibouti, qui, on le sait très bien, est voisine du marché central de Riyad, n'oubliez pas aussi, qui est voisine de l'hôpital Darahanan, n'oubliez pas aussi, et aussi est située dans un axe, comme j'ai dit, où il y a des quartiers populaires. Nous avons voulu que cette station réponde aux normes internationales, qui est un espace de vie, qu'elle réponde aux stations modernes internationales d'aujourd'hui. Nous avons voulu un environnement propice, un environnement commercial et compétitif, gagnant-gagnant pour la famille, mais aussi pour la société NOC, pour que cette station soit le fleuron de nos stations-service. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du journal. Participer à la COP26 qui s'est ouverte le 31 octobre à Glasgow. 6 ans après l'accord de Paris, 100 chefs d'État et de gouvernement ont pris part au sommet mondial sur le changement climatique. Objectif principal de ce sommet des chefs d'État est de rehausser le niveau des engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Objectif de cette COP26 est de mobiliser également le financement en faveur des pays les plus vulnérables au changement climatique. Les travaux de la COP26 vont se poursuivre jusqu'au 12 novembre 2021. Retour à Djibouti, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a reçu dans son cabinet la visite du coordinateur de l'agence de coopération turque, la TICA, à Djibouti, M. Hersel, avec qui il a engagé des discussions sur les voies et moyens de redynamiser la collaboration djibouto-turque en matière de sport.
Les discussions ont porté sur le renforcement d'un partenariat axé sur les priorités du secrétariat à travers les réhabilitations des infrastructures sportives, des dons d'équipements et de matériel sportif. Les deux parties ont également évoqué les moyens de soutenir la formation des jeunes joueurs, athlètes, djiboutiens ou encore nageurs dans le cadre de faire émerger des talents. Le médiateur de la République, Moumine Ahmed Cheikh, a reçu donc dans son cabinet la visite d'une délégation du Comité de l'Union africaine. Aujourd'hui, 3 novembre, les discussions ont porté sur la consolidation de la paix, de la justice sociale, prévention et résolution pacifique des conflits et la promotion d'une coopération interreligieuse. Une présentation a même été faite à la délégation sur les différentes missions du médiateur. Les membres de cette commission de l'Union africaine représentant les régions d'Afrique. Il est là donc à noter que ces missions du médiateur de la République est de recevoir les réclamations concernant les administrés, le fonctionnement des administrations de l'État et les institutions décentralisées des établissements publics et de tout autre organisme investi dans une mission de service public. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot du médiateur de la République, Moumine Ahmed Cheikh. Une délégation de l'Union africaine qui est spécialisée dans l'utilisation de la religion pour consolider la paix. Et dans toutes les religions étaient représentées, le catholicisme, le bouddhisme, l'islam, toutes les religions étaient représentées et toutes les religions œuvrent pour la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la lutte contre les injustices, et une collaboration. Nous essayons d'établir une collaboration avec ces gens-là pour apprendre d'eux ce qui est utile pour la paix. Et nous faisons ça aussi dans le cadre de nos activités de médiation. Quand on parle de médiateur de la République, c'est avant tout un outil de réconciliation entre l'administré et l'administration. Et nous avons trouvé très utile leur discours et leur manuel de procédé, comment eux, ils font pour ce qu'ils appellent la consolidation de la paix. Eux, c'est interreligieux, mais nous voulons utiliser cette plateforme pour consolider la paix entre les communautés, la paix entre l'administration et l'administré. Et nous avons eu une excellente discussion aujourd'hui et nous avons appris beaucoup d'eux. Et c'est comme ça que dorénavant va fonctionner la médiature. Dans l'actualité également, le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale en collaboration avec le HCR, a tenu aujourd'hui un atelier de sensibilisation sur la législation du travail pour les réfugiés du camp Markazi. L'événement a regroupé sur place le préfet adjoint d'Obok, Ali Maki, le vice-président du conseil régional d'Obok, Ahmed Ali Cheikh, le coordinateur de l'ONARS, Mohamed Mola Ali, la représentante du HCR, Madame Suzette, et le directeur général de l'INAP, Sharmaki Ali, inspecteur général du travail, Abdi Farah, coordinatrice de l'ANEFIP, et des réfugiés du camp Markazi. Il est à souligner que la République de Djibouti est signataire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son protocole d'accord de 1967. Avec son partenaire privilégié, les HR, la section CRRF de l'ONARS invite ces réfugiés à prendre part activement à cet atelier pour s'acquérir de la législation du travail en République de Djibouti. Les HR et l'ONARS exhortent la communauté yéménite à profiter de ce degré d'occasion tant attendu
pour veiller à respecter les lois nationales. Le projet Initiative pour l'emploi est une belle initiative du ministère du Travail de Djibouti et nous sommes très heureux de voir que le ministère souhaite inclure les réfugiés dans ce projet et dans la politique nationale. Ceci montre encore une fois que la République de Djibouti maintient leur politique de porte ouverte envers les réfugiés et c'est ainsi un pays exemplaire dans la sous-région. Pour le HCR, nous sommes là pour donner tout notre appui auprès du ministère pour mettre en œuvre ces activités. L'intégration des réfugiés dans le marché du travail est parmi les objectifs du cadre d'action globale pour l'intégration des réfugiés CRRF. Et le directeur général de l'INAP, Sharma Kedri, s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention. C'est la première fois que je parle à des réfugiés, pour moi, c'est très important. Nous nous sommes battus pendant presque une année pour trouver des solutions pour nos jeunes djiboutiens, à trouver de l'emploi et l'insertion professionnelle de nos jeunes. Pour nous, il s'agit de chercher des solutions viables avec nos partenaires. Et le HCR est un partenaire du ministère du Travail. Sa mission principale est de soutenir les activités inhérentes à l'accompagnement des réfugiés sur place à Djibouti, qu'ils soient à Markazia au Bok, à Ali Adé, mais également à Holhol. Donc, en tant que ministère du Travail, nous devions de faire notre travail d'accompagnement pour vraiment aider les réfugiés à ce qu'on respecte leurs droits et leurs devoirs. C'est ça, ce qui a été dit tout à l'heure par Mme Suzette, de respecter la Convention de Genève, parce que une personne qui est réfugiée, qui a un statut, qui a une carte de réfugié, doit avoir les mêmes droits qu'un Djiboutien. Recherche de l'emploi, Djiboutien, est-ce que vous, qui avez le métier, qui connaissez le savoir-faire vraiment dans différents secteurs, hein, que ce soit dans le froid, dans l'électricité, dans la menuiserie, que vous nous formiez, vous nous aidez à former nos jeunes, parce qu'ils ont besoin d'être formés mieux pour trouver de l'emploi. Et vous aussi, par la même occasion, on va vous enregistrer et vous aurez l'occasion, vous aussi, pour tous les gens qui sont professeurs. Pourquoi aller chercher de très loin, personnes très loin, alors que vous êtes là? Donc, on va essayer de travailler ensemble parce que vous êtes là. Vous êtes obligés d'être là parce que vous ne pouvez pas retourner chez vous. On est là, on vous a accueillis et c'est là, dans nos traditions d'ouverture, de créer une synergie pour nos jeunes, mais également de vous regarder, de vous donner un regard vraiment particulier pour apporter la protection sociale que vous méritez et qu'on doit le faire. Le préfet de la région d'Arta a organisé ce matin à la préfecture de la région une réunion relative à la préparation et à l'organisation de la 15e édition de la randonnée pédestre d'Arta qui aura lieu vendredi 26 novembre. La réunion a été présidée par le préfet d'Arta, Mohamed Chekho, et a vu la participation de différents membres de l'organisation de cette activité, du vice-président du conseil régional, du sous-préfet de la localité de Demerjog, des corps militaires, les corps civils et les responsables de la région. Le préfet de la région a rappelé à la population de la capitale et des régions de l'intérieur du pays que la randonnée pédestre d'Arta aura lieu le 26 novembre prochain. Les gendarmes de la brigade d'Ali Sabié ont fait parler d'eux durant la nuit du 1er novembre au cours d'une mission de lutte contre les atteintes à l'économie nationale et les produits de contrebande. En effet, suite à l'exploitation de renseignements, les gendarmes se sont postés discrètement à certains points de passage empruntés par des contrebandiers au niveau de l'oued de Madoblé. À la suite de leur interpellation, les contrebandiers conduit les gendarmes vers une certaine cachette, leur servant également à dissimuler les produits illicites avant de leur mise en vente sur le marché local. Grâce à un dispositif adapté, les gendarmes ont mis la main sur 7 contrebandiers et ont pu saisir
11 colis de 4 contenant chacun 11 paquets et plusieurs jus de fruits provenant également de la contrebande. La valeur marchande de toutes ces marchandises est estimée à 1,5 million de nos francs. Toutes les personnes impliquées ont été déférées devant la justice pour répondre de leurs actes avant d'être incarcérées à la prison civile de Gabot. Dans l'actualité internationale, nous allons parler de climat et notamment de la COP26. Plus de 80 pays dont l'Union européenne et les États-Unis se sont engagés aujourd'hui mardi pendant la COP26 sur le climat à réduire leurs émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre, de 30% d'ici l'année 2030. Par rapport à cette année 2020, a annoncé la présidente de la Commission européenne. Les États-Unis, l'Union européenne avaient annoncé mi-septembre travailler ensemble pour un projet d'accord rejoint depuis par des dizaines d'autres pays, dont le Canada, la Corée du Sud, le Vietnam, la Colombie ou encore l'Argentine. Au total, une telle réduction de 45% du méthane d'origine humaine au cours de cette dernière décennie permettrait de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius, comme visé par l'accord de Paris. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.